Bonsoir à tous. On revient cette semaine dans l'Église du Monde sur la situation en Birmanie, pays d'Asie du Sud-Est, que l'on suit régulièrement depuis plusieurs années ici. Alors les chrétiens représentent 6% de la population, les catholiques environ 1%. En 2011, après 50 ans de dictature, de junte militaire, eh bien, la Birmanie a vécu des changements politiques inattendus, des changements qui étaient porteurs d'espoir, mais le chemin vers plus de démocratie est long et chaotique. Le pays reste en effet enlisé dans des conflits qui touchent le pouvoir central avec des minorités ethniques. On l'a vu depuis l'été dernier avec les Rohingyas, le drame des Rohingyas, minorités musulmanes apatrides. Ils sont aujourd'hui environ 1 million réfugiés au Bangladesh. On y reviendra. Mais ces conflits, eh bien, ils touchent aussi des chrétiens, comme les Kachin, qui vivent dans le nord du pays. Alors, on va faire le point sur la situation avec notre invitée, Camille Cuissé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice d'Info Birmanie, qui est une association d'information et de défense des droits de l'homme en Birmanie. Alors, vous suivez bien sûr de près la situation des Rohingyas, minorité apatride, qui a été contrainte en grande partie à fuir pour le Bangladesh, puisqu'ils sont victimes d'attaques par l'armée birmane. Alors, il y a cette réalité peut-être qu'on connaît moins. On parle de ces réfugiés, de ces mouvements de population, mais il y a aussi des morts. Et d'après des enquêtes menées par Médecins sans frontières, eh bien, au moins 6700 Rohingyas auraient été tués en août et septembre dans l'état de Rakhine. Quelle est la crédibilité de cette information ? Alors, Médecins sans frontières se base évidemment sur des enquêtes qui ont été réalisées auprès de réfugiés Rohingyas au Bangladesh et parle, entre le 25 août 2017 et le 24 septembre, il me semble, de 6700 tués et 9000 morts. Donc on est quand même sur seulement un mois. On estime que ces chiffres peuvent être évidemment plus élevés. C'est le mois où les violences ont été les plus fortes, mais elles ont continué par la suite. On en a entendu parler à de nombreuses reprises. Et les enquêtes, que ce soit de Médecins sans frontières, mais aussi d'autres organisations internationales comme Amnesty, mais aussi des rapports des Nations Unies, ont statué sur de nombreuses violations des droits de l'homme qui nous poussent à parler de crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité Rohingya, minorité qui est apatride, comme vous l'avez dit, et qui est persécutée et discriminée depuis des décennies. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau et qui prend ses racines il y a bien longtemps, avec toute une construction du pouvoir central birman sous les juntes militaires d'un ennemi intérieur, les Rohingyas, qui est une ethnie musulmane. Voilà. Et qui n'ont plus de nationalité depuis 1982. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. En 1982, il y a une loi qui a été mise en place, qui s'appelle la loi sur la citoyenneté, et qui reconnaît en fait 135 groupes ethniques, dont sont de fait exclus les Rohingyas. Donc l'application de cette loi, qui s'est plutôt faite autour des années 90, entraîne de fait qu'ils soient exclus de la nationalité birmane. Ils sont donc apatrides et ne sont pas reconnus comme les groupes ethniques officiellement reconnus par la constitution birmane. Alors on va justement écouter le témoignage de réfugiés Rohingyas qui nous parlent de cette violence qu'ils ont subie. Témoignage recueilli par Caritas Bangladesh. আর গরগানো ফুরাত দি ফেলায়ে আর গরগান ফুরাত দিবা আর বাড়াওয়া গুলি মারি ফেলায়ে গতু দুধ দিয়া গতু দুরি যাইবার টাইম মাঝে মিলিটারিয়া গুলি মারি ফেলায়ে দে আর বেশি যাই জুলুম করে মিলিটারিয়া মারদ জহরা দে আর বেশি গুলি ফার করে গর ফুরাত দি ফেলা আর টানি মারিস লাগে বাসা আর মা বাবা কলে মুগা গাট সরবরি তরি বাঁধ ধরে তারা আই বা ভজে গায় মুন্তি এটা গুলি মাঝে দেয় বার হালি যখন গুলি মারে আর দুধ দি মাইয়া ভজন সি বাসাতে দুরি যাই হরে ন পারবা গরম মাঝে তোমার অন্যরা দিন হাতে ধরে ওরে যাবে অন্য মাঝে মেলা মারি আমার বাবা কত নেলে হাতে গুলি মারা দিয়ে
Voilà, des témoignages assez dramatiques. Vous recueillez ce type de témoignages, vous avez ce type de remontée d'informations? Alors nous, pas directement nous, mais on travaille avec des organisations qui sont basées en Birmanie et pas vraiment au Bangladesh, mais du coup on travaille plutôt sur des axes de plaidoyer. Néanmoins, c'est des choses qu'on entend, on est au courant à travers nos organisations partenaires de ce qu'il se passe en Birmanie. Alors évidemment, elles ne sont pas basées dans l'état d'Arakan, surtout dans le nord, on sait ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, mais l'accès, que ce soit humanitaire, aux organisations de la société civile ou médiatique, reste totalement limité. Il y a encore des Rohingyas dans cet état, hein, mais on a une estimation on n'a pas chiffrée ou pas? d'estimation chiffrée de combien il en reste. Après, on peut se baser sur on sait qu'il y en a près de 700 000 qui sont partis depuis le 25 août, qui ont fui les violences et qui se sont réfugiés au Bangladesh. On sait qu'il y a des déplacés internes qui datent des violences de 2012 qui sont restés dans les camps, dans l'état central, dans l'état d'Arakan central. Voilà, on n'a pas vraiment d'estimation parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, que vraiment l'accès est très limité. Aux médias, il y a eu un tour récemment médiatique, mais c'est des tours organisés qui a duré 2 jours avec les médias locaux birmans, mais voilà, qui ont accès à des informations limitées et contrôlées avec l'armée birmane qui est toujours derrière. Donc évidemment, les témoignages sont influencés par cette présence. Alors effectivement, vous le disiez, depuis le mois d'août, environ 700 000 Rohingyas ont été contraints à l'exil au Bangladesh, fuyant les attaques de l'armée birmane. Ils viennent s'ajouter aux 300 000 réfugiés qui étaient déjà présents dans le pays. Ils y vivent dans des conditions très précaires et la Caritas locale est mobilisée. Le point sur la situation avec Monseigneur Gervas Rosario, qui est directeur de Caritas Bangladesh. On l'écoute. Instead of becoming better, the situation it has become worse because Bangladeshi local people have not much sympathy for them. And also our government is trying hard to convince the international community and Myanmar that these people should go back. But Myanmar government, instead, they are making the things harder because they want to identify the refugees. This is one thing. Another thing, Rohingya people, they don't want to go back in the situation because they don't have the recognition from the government that they will get the right to live there. Voilà, on l'entend bien avec Monseigneur Rosario, président de Caritas Bangladesh, que la situation est compliquée pour ces Rohingyas qui ne sont pas bienvenus en Birmanie, avec tout un système de contrôle, et finalement ils ne souhaitent pas repartir. Alors au Bangladesh, la situation est compliquée au Bangladesh parce que c'est un afflux d'énormément de personnes en très peu de temps auxquels doivent répondre les humanitaires qui sont sur place, auxquels doivent répondre les autorités bangladaises évidemment. Donc le long des frontières, ce sont des camps dans des situations extrêmement précaires et difficiles. On sait que par exemple, les Nations Unies demandent à ce qu'il y ait 35 mètres carrés par habitant dans des camps. C'est des normes qui ne peuvent pas être respectées. Et dans les camps de Rohingyas au Bangladesh, parfois c'est même 5 mètres carrés seulement par personne. Pas toujours, évidemment. Alors ces camps, ils sont pour un tiers en zone inondable, mais parce qu'il y a eu vraiment, c'était compliqué, il fallait répondre à une urgence. Mais aujourd'hui, voilà, il faut aussi organiser le déplacement de ces réfugiés pour qu'ils ne soient plus en zone inondable. Donc on parle à peu près de 100 000 personnes qui doivent être déplacées très rapidement. Voilà, il faut faire face à tout ce qui est en termes de sanitaire. Enfin voilà, les humanitaires qui sont sur place doivent faire face à de nombreuses questions. Et évidemment, comme on l'a entendu, les Rohingyas, la plupart des Rohingyas, et nous c'est ce qu'on entend de nos partenaires aussi, ne souhaitent pas retourner en Birmanie où on nie leur citoyenneté, leur liberté de mouvement est limitée, leur accès à l'éducation ou à la santé est également limité. Donc voilà, ils n'ont pas accès aux droits et aux libertés fondamentales. Et en plus, il y a eu des dénonciations qui parlent même, notamment d'Amnesty International, d'un système d'apartheid à leur encontre, donc de politiques visant à restreindre leur liberté. Et voilà, leurs droits sont totalement limités en Birmanie. On sait qu'ils ont subi des violences. Voilà, il y a eu ces exécutions extrajudiciaires, c'est des viols, des violences sexuelles, voilà, des incendies volontaires. Donc, évidemment, là, aujourd'hui, on a très peu d'informations sur la situation.
ça ne pousse pas les réfugiés Rohingyas à souhaiter retourner en Birmanie, évidemment dans le nord de l'État d'Arakan, où leur sécurité ne peut pas être assurée dans de telles conditions. Est-ce qu'il y a des Rohingyas qui continuent à quitter la Birmanie pour aller au Bangladesh? Ça se poursuit, ce mouvement-là? Beaucoup moins, mais Ouais. il y en a encore qui arrivent au Bangladesh. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que la forme des violences a évolué. Donc on n'est plus sur des violences, enfin, je dirais directes, c'est pas forcément le bon terme, mais il y a une vraie évolution où aujourd'hui on est sur des vols des populations Rohingyas, on est sur un système de peur permanente, de violence et sur la famine des populations qui poussent évidemment à fuir au Bangladesh. Oui. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a, Amnesty a montré des images satellites qui montrent que des villages et des zones Rohingyas où vivaient des Rohingyas ont été bulldozés. Voilà, on va aller voir justement ces images qui sont assez stupéfiantes, ces images satellites de Human Rights Watch qui ont été publiées en février, où on voit des photos avant-après, des dizaines de villages Rohingyas de l'État de Rakhine qui étaient dépeuplés, mais qui ont été rasés. On voit les photos en décembre, puis en février. Alors, le gouvernement birman, là, finalement, il efface les traces de toute action qu'il a pu mener contre eux. Alors, C'est quoi la démarche? C'est évidemment pas ce qu'il ne dit. La réponse officielle à ces accusations, ça a été de dire que non, c'est pour permettre le retour dans de bonnes conditions et c'est pour assurer la sécurité également. Parce que, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'effacer les traces de ce qu'il s'est passé. Mais il y a aussi une réelle militarisation du nord de l'État d'Arakan, parce que ce que montrent les images aussi, c'est qu'il y a des bases militaires qui sont en construction. Donc des bases pour les forces de sécurité. Dans ces zones-là. Dans ces zones-là. Donc évidemment, ça pousse les populations Rohingyas qui ont fui les violences de ces mêmes militaires, de ces mêmes forces de sécurité, à ne pas... on parle de retour éventuel, parce qu'on n'y est pas encore au retour, parce que voilà, on sait que ça traîne aussi, mais dans des endroits où il y a entourés par des forces de sécurité, par ces mêmes militaires qui ont mené les opérations de répression à l'encontre des Rohingyas pendant plusieurs mois. Alors en tout cas, le pape est très attentif, suit de près cette crise qu'il a dénoncée à plusieurs reprises au fil des mois depuis le Vatican. Et puis lors de son voyage au Bangladesh, début décembre, après l'étape birmane, il a rencontré des réfugiés Rohingyas de 3 familles différentes. C'était le 1er décembre à Dhaka, la capitale, à la fin d'une rencontre interreligieuse pour la paix. À cette occasion, le Saint-Père leur a demandé pardon pour le mal qui leur a été fait et pour l'indifférence du monde. On écoute un extrait de ses propos. Nome di tutti, di quelli che li perseguitano, di quelli che hanno fatto del male, soprattutto nell'indifferenza del mondo. Chiedo perdono. Alors voilà, dites-nous pourquoi cette crise se déroule dans l'indifférence du monde, comme le dit le pape. Par toutes les limites de ce qui peut aussi être fait au niveau de la communauté internationale. Nous, avec les organisations de la société civile internationale et en Birmanie, on demande toujours qu'il y ait une pression beaucoup plus forte qui se fasse à l'encontre du gouvernement birman, à l'encontre notamment des militaires qui sont les responsables directs et notamment du chef des armées Min Aung Hlaing. Et par exemple, l'Union européenne a pris des mesures il y a à peu près un mois
c'est très bien, on évolue parce que, on avance. Néanmoins, ça arrive trop tard pour que ça ait un réel impact. Et il faut que les mesures, qu'elles soient fortes et qu'elles fassent face à l'ampleur de la crise et de la situation. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on parle de retour, où le Bangladesh a eu un accord avec le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, mais la Birmanie refuse toujours. Il y a un réel manque il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas la coopération. Il n'y a pas de coopération avec les mécanismes spéciaux des Nations Unies, que ce soit une mission d'établissement des faits qui a été mandatée par le Conseil des droits de l'homme ou avec la rapporteuse spéciale pour les Nations Unies, Yang Lee. Le gouvernement birman refuse de coopérer. Et que ce soit sur la question de la crise des Rohingyas dans l'État d'Arakan, mais également pour les conflits qui touchent le nord du pays, dans l'État Kachin et le nord de l'État Shan. On va y venir dans une minute. Juste un mot sur cette visite du pape François. On en attendait beaucoup et voilà, on peut se demander finalement qu'est-ce que ça a apporté, voilà, ce geste-là qu'il a fait, qui était fort à Dhaka. Finalement, est-ce que ça a pu, d'une manière ou d'une autre, aider ? Cette visite du pape, que ce soit en Birmanie et au Bangladesh, elle a déjà permis de garder le sujet à l'agenda médiatique, ce qui est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, qu'on continue d'en parler, on parle de vraiment une crise énorme. Donc il faut continuer à en parler. Donc c'est déjà énorme que cela permette ça. Et en plus, en Birmanie, c'était quand même le premier pape à se rendre en Birmanie. Donc ça a quand même un impact important au sein du monde religieux. Vous parliez de cette absence de réponse du gouvernement birman face à différents appels de la communauté internationale. Il y a eu aussi cet accord sur le retour en Birmanie, volontaire, échelonné sur 2 ans, de près de 650 000 réfugiés, qui a été signé mi-janvier entre le Bangladesh et la Birmanie. Bon, finalement, c'est quoi ? C'est du vent ? Alors, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Bangladesh souhaite qu'il y ait un rapatriement, parce que c'est 900 000 Rohingyas qui sont aujourd'hui au Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, montre qu'elle ne souhaite pas garder les Rohingyas et qu'elle souhaite mettre en place ce rapatriement. La Birmanie, qui est quand même sous une pression de la communauté internationale, par le discours, montre, et par ses accords, il y a eu un premier accord en novembre, puis un autre accord 2 mois plus tard qui disait que ce serait fait en 2 ans, celui que vous venez de citer. Aujourd'hui, ça n'a toujours pas commencé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réelle différence entre le discours officiel birman et les actes. Rien n'a commencé, on a parlé. Alors là, ce qui est sorti récemment, c'est qu'une famille est rentrée, c'était aujourd'hui, en Birmanie. Le Bangladesh et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, nient avoir été au courant. En fait, dans des conditions pareilles, on ne peut pas assurer que ce soit des retours sûrs, volontaires et dignes. C'est également ce qu'a dit le Haut Commissariat des réfugiés. Donc on voit qu'il y a une réelle différence entre le discours officiel et les actes et ce qui est mis en place pour assurer ces retours et dignes, volontaires et sûrs pour ces populations. Et puis signalons aussi cette autre actualité, ces 2 journalistes de l'agence de presse Reuters qui sont détenus depuis le 12 décembre dernier pour avoir enquêté sur le massacre de 10 Rohingyas et qui sont en cours de procédure judiciaire en fait, qui sont derrière les barreaux pour le moment. Tout à fait. Et les charges n'ont pas été abandonnées malgré de nombreuses demandes de la part de la société civile, au niveau international et au niveau birman. En fait, c'est un peu une incohérence politique et juridique parce que ces 2 journalistes, ils enquêtaient sur le massacre d'Indin, un massacre où les militaires ont dû avouer l'implication pour le meurtre de 10 Rohingyas qu'ils ont précisé étant terroristes. On ne sait pas sur quelle base. Ils peuvent se permettre de dire ça. Et en fait, ces militaires ont été punis à 10 ans d'emprisonnement. 7 militaires qui étaient impliqués dans ce massacre. Et aujourd'hui, par contre, les 2 journalistes qui ont enquêté sur cette question et qui ont permis de faire lumière sur ce qu'il s'est passé dans ce village sont eux poursuivis pour atteinte au secret d'État. Et ça soulève également la situation politique du pays, et notamment en termes de lois répressives qui continuent d'être utilisées, même sous un gouvernement aujourd'hui civil. Rappelons un gouvernement civil
ville avec un pouvoir énorme des militaires qui possèdent 25% des sièges du Parlement, ce qui leur accorde de fait un droit de veto sur l'amendement de la Constitution, cette Constitution accorde 3 ministères clés aux militaires, que c'est le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Frontières. Alors, des chrétiens ne sont pas épargnés aussi par la violence. C'est le cas des Kétchines dans le nord du pays. Ils réclament plus d'autonomie. Qu'est-ce que ça donne en ce moment dans cette région? C'est toujours une zone de conflit. Tout à fait. Il y a des conflits actifs entre l'armée birmane et des groupes ethniques armés. Alors, dans l'État Kachin, comme vous l'avez dit, il y a eu un cessez-le-feu pendant 17 ans et les conflits ont repris depuis 2011. En ce moment même, ils ne cessent de s'intensifier. C'est dans l'État Kachin et dans le nord de l'État Shan, donc entre l'armée birmane et plusieurs groupes ethniques armés de cette zone qui revendiquent plus d'autonomie dans la gestion de leur territoire. Et en fait, il y a 21 groupes ethniques armés en Birmanie. Voilà, donc il y a quand même des conflits et les minorités revendiquent une meilleure gestion de leur territoire et notamment un État fédéral qui leur permettrait une meilleure gestion des ressources naturelles, une meilleure redistribution des richesses et une reconnaissance constitutionnelle du droit des minorités. Donc, il y a, voilà, c'est une lutte qui va en ce sens. Les conflits entre les groupes ethniques armés et l'armée birmane à Tatmadaw durent depuis des années. Alors, il y a des périodes de cessez-le-feu, mais il y a des conflits actifs. Là, il y a quand même un accord national de cessez-le-feu entre des groupes ethniques armés et l'armée birmane. Il y en a 10 qui sont signataires, mais il y a des conflits actifs, notamment dans le Nord. Alors l'Église, elle fait de la médiation auprès des acteurs de ce conflit. Voilà, qu'est-ce que cette petite Église, les catholiques, c'est autour d'1% de la population, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose dans cette médiation entre les acteurs de conflit? Il y a une réelle volonté, justement, de médiation. On entend par exemple en Birmanie beaucoup parler du cardinal Bo, c'est ça, l'archevêque de Rangoon, qui a pris position à plusieurs reprises sur la question de la paix pour que l'Église s'investisse sur ces questions de paix. Alors, ce n'est pas toujours forcément apprécié par le monde politique. Voilà, on sait que c'est quand même... la Birmanie est un État qui est dominé par l'ethnie majoritaire bamar, qui est aussi bouddhiste, donc il y a une force énorme là-dessus. Mais il y a une vraie volonté de la part de l'Église de participer à la construction de la paix pour qu'il y ait de réelles avancées. Et puis justement, ces négociations de paix officielles, officieuses aussi, là aussi, alors Aung San Suu Kyi, quand elle est arrivée au pouvoir, avait mis un petit peu cet objectif-là en avant. Aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est compliqué, de toute façon en témoignent un peu les conflits à travers le pays. Les négociations se poursuivent malgré tout ou pas? Les négociations se poursuivent. Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la démocratie avaient lancé un nouveau cycle du processus de paix avec la conférence de Pwanglong, dont la première était fin août 2016. Il devait y avoir des conférences tous les 6 mois, voire un peu plus régulièrement. On en est aujourd'hui, on a fait 2 conférences depuis août 2016. Donc on voit que c'est compliqué. On parle de négociations de paix, mais il y a des conflits actifs. L'une des problématiques majeures de ce processus de paix, c'est qu'en fait, tous les groupes ethniques armés ne sont pas invités à prendre part aux négociations. Alors, ils peuvent y assister. La dernière conférence a invité de nombreux groupes ethniques armés, signataires ou non, à y assister, mais ne peuvent pas tous prendre part aux négociations. Donc, c'est quand même problématique. Donc, ce processus n'est pas inclusif, que ce soit au sujet de tous les groupes ethniques armés, mais aussi que ce soit au niveau de la société civile birmane qui a un réel rôle de représentation des minorités, qui est fait partie, elle, de ces négociations? Non, qui est reléguée dans un forum parallèle. Ouais. Alors, elle peut donner des retours sur les conférences et sur ce qu'il s'y passe. Elle peut donner des retours, mais elle n'a pas vraiment son mot à dire. Ces retours sont lus quand il y a le temps et sont pris en compte. On ne sait pas dans quelle mesure. Donc elle demande un vrai rôle dans les négociations de paix pour qu'on puisse réellement avancer. Et on sait que ce processus est complètement dominé par les militaires, que ce soit dans les rencontres qui sont officielles ou dans les rencontres qui se font en bilatéral avec des groupes ethniques armés et des représentants de gouvernement. Les militaires sont toujours présents. Ils ne cessent
réunissent à chaque conférence de Panglong pour discuter les discussions de paix pour la paix, justement, ils ne cessent de le rappeler. Il y a une prochaine conférence qui doit se tenir en mai. On n'a pas encore la date exacte. Voilà, on attend de voir ce que ça donne, mais pour l'instant, le processus est dans l'impasse. Les retours qu'on a de la société civile sur place sont assez négatifs par rapport à ce processus qui n'est pas du tout inclusif. Et comment peut-on négocier la paix sans inviter tout le monde à la table des négociations? Finalement, on se dit 2011, il y avait ces changements politiques. C'est un petit peu la désillusion aujourd'hui. Comment est-ce que vous observez ça? Alors, oui, il y a forcément une part de désillusion. Nous, on se base un peu sur les retours des acteurs qui sont sur place. Néanmoins, et ce qu'il faut signaler, c'est que depuis 2011, il y a eu de vraies évolutions. Depuis l'autodissolution de la junte, en termes de lois répressives, etc. Aujourd'hui, il y a un certain recul. Voilà. Libération de prisonniers politiques, notamment. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu de vraies évolutions. Voilà. Et bon, la presse, aujourd'hui, on la questionne. Il y a un vrai recul sur la liberté de la presse. À nouveau? Oui, à nouveau, là, c'est ce qu'on voit notamment avec les 2 journalistes, mais avec des lois qui étaient utilisées sous les juntes militaires pour faire pression. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie invitation à l'autocensure aux journalistes. Du coup, voilà. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que quand la Ligue nationale pour la démocratie est arrivée au pouvoir, a remporté les élections en 2015, c'est quand même... elle faisait face à des défis qui étaient énormes. On sort des décennies de junte militaire. Bon, voilà, il y a une vraie construction. On savait que ça ne prendrait pas 2 ans et que ça prendrait des années. Néanmoins, aujourd'hui... il faut qu'il y ait de réelles mises en place de tout ce qui a été promis dans la campagne. Ce qui est nécessaire et crucial, c'est aussi la coopération avec les mécanismes spéciaux des Nations Unies. C'est quand même une voie d'amélioration qui peut aider le gouvernement civil à... Voilà. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Camille Cuissé, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, pour en savoir plus sur votre association, eh bien, vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans, www.info-birmanie.org. Voilà, et cette émission est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir.